Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, 1 heure pour faire le tour de la planète ovale avec des images toujours spectaculaires, joyeuses, enthousiastes, positives. C'est ça Rugby Pack, regardez, ça commence en Australie avec une victoire sur le fil. Nous sommes après la sirène, après la corne, nous sommes à l'Abbey Park de Melbourne et regardez le Storm qui va aller marquer un essai pour le plus grand bonheur du ball boy, le petit ramasseur de balles qui ne se sent plus de joie à l'idée de voir ses idoles marquer un essai qui va donner la victoire à l'équipe du Storm. Je vous le disais, de la joie pour ce Rugby Pack, si l'on peut dire, cette semaine, avec nos invités permanents, nos experts joyeux, comme il se doit. Louis Bonnery, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Rodolphe, très bien, merci. Ils attendent patiemment l'agneau pascal tout à l'heure. Éric Bonneval est de cela. Bonjour Éric. Exactement, bonjour. Ils sont en très grande forme. Je vous l'ai dit, nous avons un programme particulièrement chargé. Je vous propose d'en découvrir tout de suite les sommaires. Sacré vendredi saint pour la 9e journée de Super League, Saint-Helens, leader invaincu, est tombé pour la première fois de la saison face au champion Wigan. Un Good Friday marqué également par le passionnant derby de Hull auquel a participé le Français Kevin Larroyer. Que de suspense en Australie, amateur de sensations fortes, vous verrez 3 matchs à rebondissement, dont la victoire des Roosters de Sydney qui évite la crise. Vous l'avez vu, ce programme est particulièrement chargé, plein de choses à vous montrer aujourd'hui, comme chaque semaine dans Rugby Pack, un Rugby Pack dans lequel vous pouvez vous aussi réagir avec le hashtag Rugby Pack, #Rugby Pack, pour vous donner quelques idées, messieurs, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui font parler en ce moment, que ce soit dans le rugby à 13 ou dans le rugby à 15. Sans plus tarder, nous ouvrons cette émission avec l'élite du rugby à 13 européen, c'est la Super League. S'il y a un moment que nous chérissons, particulièrement en Super League, c'est le week-end de Pâques. Oui, pas pour les chocolats, ces garçons, vous le savez, autour de la table, sont très gourmands. Non, parce que, uniquement, messieurs, parce que c'est la période où l'on peut faire ou défaire des titres. Il y a 2 journées de championnat à jouer en 5 jours. C'est un rythme difficile à tenir et seuls les meilleurs arrivent à surmonter cette cadence d'enfer. Les Dragons se déplaçaient à Londres, les Dragons catalans y affrontaient les Broncos, des Broncos mal classés. Louis, ça s'est plutôt bien passé à Barnet, c'est le lieu où évoluent ces Broncos de Londres. C'est un joli stade de foot, champêtre, c'est le moins qu'on puisse dire, même si les Dragons n'ont pas été dépaysés. Il faut dire qu'ils ont particulièrement bien démarré le match, ils ont pris à la gorge ces Broncos et n'ont pas scié pendant cette première mi-temps. Effectivement, Rodolphe, c'était un match capital pour cette formation des Dragons qui était dans une dynamique de reconstruction et une victoire à Londres s'imposait pour définitivement s'installer dans cette courbe ascendante qui, à l'issue de ce week-end, va peut-être les faire monter dans le groupe des qualifiables. Donc c'est spectaculaire comme remontée. Alors 18-4, vous l'avez vu à la pause, face à une équipe de Londres, Eric, où que ce soit au large ou au ras du tenu, qui a manqué l'efficacité défensive. Ouais, il semble mal dans le point, hein. C'est londonien, que ce soit sur le terrain et même quand on entend l'ambiance dans les tribunes de ce stade champêtre, on voit que c'est une équipe qui est pas au mieux. Le retour de Vincent Duport, on le sait depuis quelques semaines, a fait beaucoup de bien dans l'attaque les Dragons. Morgan Escarré à la distribution et, une fois de plus, un essai marqué, cette fois-ci en bout de ligne, par Vincent Duport qui retrouve ses automatismes déliés. Ah ben Vincent Duport, on attendait son grand retour, il est là et donc au fur et à mesure que la compétition va avancer, lui aussi va retrouver sa meilleure forme. Il est déjà en grande forme, elle va être excellente. Les Broncos de Londres, qui seront les futurs adversaires lors du Magic Weekend des Dragons catalans, qui ont relevé la tête en fin de match. On a un peu craint, Louis, le retour de cette équipe des Broncos parce que la deuxième période n'a pas été à la hauteur de la première pour les joueurs de Laurent Fressinos. Oui, un petit relâchement, mais je crois que l'essentiel avait été fait. Donc les Dragons catalans ont peut-être été déjà dans la gestion du match qu'ils vont jouer demain à Perpignan. On voit ici un nouvel essai marqué. Bon, flottement en fin de partie. Qu'à cela ne tienne, quand on parle de flottement, Louis, c'est le dernier essai qui va être inscrit par les joueurs des London Broncos qui n'iront pas passer la ligne. Les Dragons vont conserver cet avantage. Ils vont donc décrocher cette précieuse victoire. 22-8, c'était -1 parce que ça finit tout de même à +6 seulement pour une équipe des Dragons qui était très en avance. Ils sont fait peur, les Dragons. Ouais, plus 6, donc, et puis surtout à 2 mètres de la ligne sur la dernière action. Donc, ouais, c'est un coup à se faire avoir des frayeurs, alors que le match semblait quand même bien maîtrisé, du moins en première mi-temps.
Alors ça, messieurs, c'était pour le jeudi, mais le vendredi saint, vous le savez si vous êtes un familier du rugby à 13, depuis plus d'un siècle, Wigan et Sainte-Hélène se retrouvent pour un match qui cristallise la rivalité entre ces deux clubs historiques du rugby anglais. Ça a été un match terrible, Wigan-Sainte-Hélène, vous en avez l'habitude, c'est un match de choix. Julien Chapois revient sur cette partie. Good Friday oblige. Langtree Park est plein comme un œuf pour ce derby ô combien attendu entre le leader invaincu Sainte-Hélène et le champion en titre, Wigan. Des Warriors qui débutent très fort. 3e minute de jeu. Liam Farrell perfore une première fois, se fait repousser. Avantage en cours pour Wigan. Le capitaine Sean O'Loughlin finit le travail en force. 4-0 pour les Warriors. La réponse des Saints arrive 2 minutes plus tard. C'est un autre match que celui qui démarre. Attention, il est passé le max sur l'extérieur. Il a pu le décaler son délié pour laisser marquer par Tommy Mackinson. Oh yeah baby! Et c'est splendide pour Sainte-Hélène. On revoit avec plaisir l'incroyable travail de Johnny Lomax pour Mackinson, qui n'a plus qu'à finaliser avec son 10e essai de la saison. Pas de temps mort dans ce début de match. 16e minute, Green trouve O'Loughlin. La passe sautée du capitaine trouve au large Sarginson qui aplatit sans opposition. Les Warriors sont en jambes. Nouvelle démonstration 4 minutes plus tard. Les Green, le petit coup de pied. Oh là là, c'est bon. Remis à l'intérieur, bravo. Allez Farrell. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Farrell qui reste debout, qui va y aller tout seul. Yes. 3 essais à un 18-10. Wigan joue comme dans un rêve. Mais le retour à la réalité est brutal. Sainte-Hélène marque avant la pause de nouveaux essais par Mackinson et ici Jordan Turner qui résiste à 2 adversaires avant d'aplatir. Les Saints reviennent à 6 points des Warriors. Ça fait 20-14 à la pause. Un vendredi saint qui décidément ne sourit pas aux hommes de Nathan Brown, mais bien à ceux de Shaun Wane animés d'une rage de vaincre supérieure à l'image de Farrell, l'un des héros du jour à Langtree Park qui marque ici son 2e essai personnel à la 43e minute après un contre-heureux sur le max. 26-14, Wigan clôt ensuite tout suspense 4 minutes plus tard. Oh bien, il est passé, attention parce que là il a réussi à éliminer son défenseur avec Burgess dans le couloir. Burgess, personne ne va l'arrêter. Burgess, les 5. Yes, et c'est marqué par Wigan. C'est l'avalanche. 5e et dernier essai du match pour les Warriors. Impressionnant de maîtrise en ce vendredi saint. 33-14, score final, Wigan frappe fort et fait coup double. Infligé au leader sa première défaite de la saison, tout en consolidant sa place parmi les 4 premiers. Eh oui, consolide donc cette place parmi les 4 premiers, nous disait Julien Chapois. C'était un match très enlevé avec beaucoup d'essais. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir, vous aussi Louis, à telle enseigne que vous avez voulu revenir sur un essai qui est laissé marquer par l'équipe des Saints de Sainte-Hélène. Oui, effectivement, c'est un essai qui est plein d'espoir parce qu'on pensait que les Saints n'allaient pas connaître leur première défaite. Donc, ils sont très combatifs. Voilà, ils attaquent sans arrêt la ligne de Wigan. Alors, Turner ici passe, mais cet essai sera refusé. Mais à la sortie, c'est une pénalité favorable à l'équipe de Sainte-Hélène puisqu'il y a eu arrachage de balle. Donc c'est à partir de cette pénalité que l'équipe des Saints va construire patiemment dans un petit espace. Ce n'est pas un essai en profondeur, c'est un essai en largeur. On a construit jusqu'au 4e tenu. Donc voilà, ici, cette équipe essaie de faire bouger. On voit comment le ballon va d'une aile à l'autre. Et il y a très peu de progression, quelques mètres. Quelques mètres, on est près de la ligne, on essaie de briser cette ligne défensive. Elle tient bon. Donc voilà, on fait encore distribuer, on pense que ça va passer. Et là, on est complètement sur l'aile gauche. Et puis on va rebasculer le jeu pour revenir encore une fois dans la série de tenues. 4 tenues. Il reste 2 petites chances. Une en fait à cette équipe de Sainte-Hélène pour marquer. Donc sur ce tenu, voilà, un mouvement très technique, voilà, une rotation du joueur qui à lui tout seul, on le voit, bloque 3 défenseurs pour un joueur qui vient du grand champ pour relancer le jeu. Un faux signal dans un intervalle qui ne commettra pas l'erreur de tamponner un défenseur. Donc c'est en bout de ligne ici. Voilà le bis repetita de l'entrée dans l'intervalle de Turner qui cette fois-ci va marquer l'essai. Voilà, à vitesse réelle, ce beau travail collectif. Voilà, l'intervalle, on a vu, la trajectoire rentrante dans cet intervalle de Turner. Mais ça ne suffira pas, mais ça a été à l'image de ce match, très animé, très riche techniquement et très dynamique. Voilà. Oui, et Eric, ça vous inspire quoi, la palette de Louis? Non,
Toujours cette magnifique vue aérienne qui me laisse pantois. Non, et c'est vrai qu'on a vu quand même de la patience pour cette équipe dans les 22, parce que tout se passe dans les 22, assez patient pour trouver le bon intervalle à la fin. Ouais, cette rubrique Rayon X aura eu le mérite de mettre en valeur cette technique et surtout ce travail offensif de cette équipe de Sainte-Hélène qui n'aura pas réussi à enlever la décision face à l'équipe des Warriors de Wigan. Vendredi après-midi, toujours dans le cadre de ce Vendredi Saint, Warrington recevait l'équipe de Widnes et Warrington a vaincu ces joueurs de Widnes dont les supporters étaient très réchauffés. C'était un week-end où il faisait très très beau, Louis. On a vu de beaux essais, il faisait un temps splendide et cet essai de Monaghan témoigne là aussi de la capacité de l'équipe de Warrington de marquer quand il le faut. C'est une équipe qui sait exploiter ses temps forts, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, voilà, et Warrington aussi, tout comme Widnes, sévèrement battu par les Dragons catalans. C'est deux équipes qui avaient besoin de se raturer et de renouer avec le succès. Qu'est-ce qui s'est passé Warrington n'a pas laissé passer sa chance là aussi. Donc Warrington signe son net retour en forme dans cette compétition parce qu'ils sont dans une position qui ne leur est pas très favorable pour l'instant. Mais on sent la qualité du jeu qui revient chez cette équipe de Warrington. Et là, on va revoir la libération de balle. Trent Waterhouse, ici, l'Australien, qui va donner ce ballon à Evans pour une victoire sans appel. C'était un match à sens unique, 44 points à 6. Ça a été pas une promenade de santé, on n'est pas allé chercher les œufs véritablement, on ne s'est pas baladé dans le jardin pour les récupérer, mais quasiment l'équipe de Warrington donc, qui assume son statut de favori. Mais ce week-end de Pâques, vous le savez, c'est un week-end de derby. On a vu Wigan-Sainte-Hélène avec le résultat entre ces Saints et ces Warriors. Eh bien, chaque année, il y a une ville, messieurs, qui se coupe en deux. C'est la ville de Hull, dans le nord-est de l'Angleterre. C'est ici, regardez, vous voyez Londres. Eh bien, Hull, c'est pas là du tout. C'est plus haut, bien plus haut, près de la mer du Nord. L'équipe de Hull, c'est d'abord une entité, c'est l'histoire. C'est une ville qui accueille un match qui dépasse le seul cadre sportif. Hull FC Hull KR, c'est plus qu'un match, c'est une expérience à proprement parler. Et vous le savez, nous, dans Rugby Pack, nous ne sommes pas avares d'expérience et nous n'avons pas hésité à envoyer Laurent Bidault et Émeric Danis au cœur du derby, le plus bouillant d'Angleterre. Regardez ce très beau sujet. Going to be at least, I'd say, 14. But you have no shirt. Who are you supporting? Le derby de Hull, c'est toujours bon enfant, comme une kermesse qui réunit la ville autant qu'elle la partage en deux. Rouge en blanc ou noir et blanc. Ce soir-là, KR reçoit FC dans l'ancien Craven Park. Who's winning tonight? Oh, it's the Robins, without a shadow of a doubt. New York, get yourself together, drive your funky soul. Caravan Park, not a problem. And let your feeling flow. Au nord-est de l'Angleterre, sur les rives de la mer du Nord, Kingston upon Hull, 320 000 habitants, est divisé en deux par une rivière, la Hull, ce qui a produit deux clubs de rugby, à l'ouest, Hull Football Club, à l'est, Hull Kingston Rovers. Depuis des années, Bill Dalton compile les documents sur ces deux clubs historiques du rugby à 13. Le premier derby a eu lieu en 1899, un événement très vite devenu indispensable. The success of one club does drive the other on. I personally doubt whether there would be the crowds at either club if it wasn't for the existence of the other. Way back in 1901, the Rovers chairman said at that time, and I think they'd done the double in the derby matches that year, that he took no pride in the present demise of Hull FC, and he acknowledged that they needed each other. Inséparables au point que les deux boutiques du centre-ville se touchent. Les Black and White, surnommés aussi les Early Birds, côtoient les Robins, les Rouges-Gorges, l'autre nom des Rovers. Deux clubs proches aussi sportivement, une centaine de victoires pour chacun dans leur face-à-face, mais une seule finale commune en Challenge Cup en 1980, remportée par Hull KR. We have people from the east of the city, Hull Kingston Rovers fans, who travel 25 miles out their way so they didn't have to go through West Hull. It is unbelievable. It divides families, it divides the city. 10-5, 10-5, le score de cette fameuse finale est aujourd'hui le nom du restaurant des partenaires à Craven Park, histoire d'être sûr de ne pas oublier qui avait gagné ce jour-là. Plusieurs Français ont joué à Hull.
Maintenant, c'est au tour de Kevin Larroyer, prêté aux Rovers par les Dragons catalans. La veille du derby, il a écouté religieusement un ancien joueur parler au groupe. En Australie, vous avez le State of Origin. Ben, nous, ici, c'est notre State of Origin. Donc, c'est vrai que là, à ce moment-là, qu'elle a dit ça, mais moi, j'ai commencé vraiment à comprendre ce que ça représentait pour eux. Et du coup, ben, là, déjà, ça fait depuis vendredi, après le match de Wellington, que je pense qu'à ça. Et je suis excité à l'idée de jouer ce match. Enfin, le jour du derby est arrivé. Les deux Hull sont prêts à s'affronter. Après l'ouverture du score par Hull FC, KR réagit. Comme souvent, il y a du suspense dans le derby de Hull. Les Rovers croient tenir la victoire en deuxième période. Mais les Black and Whites de l'FC égalisent à 6 minutes de la fin. 20 partout, il reste 1 minute. Craig Hall va tenter le drop de la gagne. Craig Hall gets the kick away. Has he kicked it? Yes, he has. Craig Hall has kicked the drop goal. 21-20, ce petit point d'écart permet aux Rovers de passer devant Hull FC au classement et surtout de remporter ce fameux derby. C'est inexplicable, c'est un truc de malade. Même si tu es fatigué, tu te transcendes. C'était énorme, j'ai du mal à expliquer, c'est énorme. C'est de vivre des matchs comme ça, mais j'en demande tout le week-end. Les retrouvailles, ce sera dans un mois pour un autre Magic Derby. En attendant, ce soir, c'est le Rouge-Gorge qui a maté le Early Bird. Jusque sur la peau, ils ont ce club dans la peau, les fans de Hull KR. Ça vous a plu, messieurs, Louis? Excellent. Moi, je trouve que ça résume parfaitement la réalité sociale et sportive du rugby à 13. Eric, vous avez aimé cette communion des supporters? Oui, l'appartenance au club, comme nos amis britanniques, et cette qualité qu'ils ont, voilà, c'est l'esprit club, et ils sont à fond derrière leur club. Et voilà, et deux grands clubs dans une même ville, en sachant qu'il y a le foot aussi qui est en première ligue. Donc c'est vraiment... Voilà, une population de sportifs. Une ville de sportifs, un peuple de sportifs. Vous avez vu ce sujet de Laurent Bidault, d'Emeric Danis et de Jon Etchevest. On s'est vraiment régalé avec notamment un homme dans le match. Et on était très contents, bien sûr. Nous avons fait cocorico avec les Rouges-Gorges, si l'on peut dire, puisque Kevin Larroyer aura été un des acteurs majeurs de cette partie. Il a même marqué 2 fois, Kevin. C'est vous dire, un essai accordé et un autre qui n'a pas été accordé par l'arbitre pour une faute qui ne lui était pas imputable. Mais c'est lui qui marque le premier essai dans le derby. C'est chouette, ça. Ah ben c'est excellent d'abord pour lui, parce que c'est son expérience, il s'épanouit dans cette expérience à Hull. Donc c'est aussi bon pour l'équipe de France, c'est aussi bon pour la représentation de la France. Et puis ça confirme le club dans son choix, dans le recrutement de Kevin. Donc voilà, et puis pour lui, ça va encore l'enrichir, le tonifier. Et ça, c'est l'essai qui a été refusé à Kevin. Alors, ce n'est pas de son fait, le pauvre Kevin. C'était une contre-attaque. Et malheureusement, on est revenu à l'origine de cette action, Louis. Il y avait une faute au tout début de cette action. Il a été refusé cet essai. C'est dommage. Il aurait pu être un des rares joueurs à marquer un doublé dans un derby. Ça arrive très, très, très peu souvent. Certainement. Et puis, je crois que pour son intégration, il n'y a rien de tel. Hein. Ah, c'est fantastique. Quand vous êtes un joueur comme ça, étranger, que vous, lors d'un derby, vous êtes capable de faire basculer le match ou d'apporter les points qu'il faut, vous êtes adopté. Ah ben là, il a été adopté, c'est certain, parce que c'est lui qui marque le premier essai de Hull KR, alors que Hull FC avait marqué les premiers dans ce derby de Hull, le 221e, s'il vous plaît, de l'histoire. Il a un entraîneur, Kevin Larroyer, qu'il aime beaucoup. Vous allez l'écouter au micro d'Emeric Danis et de Laurent Bidault. Et c'est peut-être ce qui fait la différence et ce qui a facilité l'intégration du joueur international français. Écoutez.
yeah, Kevin was absolutely outstanding, and he was unlucky not to score. He had 2 tries, and he's adapting to life really well in Hull, and his game is just getting better and better. You seem to rely a lot on him. You give him a lot of confidence. Maybe the confidence he needed before? Yeah, I believe in Kevin, and I think he's got the potential to become a very good player, and he's showing that. And if he keeps on proving the way he is, I'm very confident he will turn out to be a top player. Je ne suis pas d'accord avec Craig Sandercock, Louis, parce qu'il est déjà un joueur de grande classe, oui, Kevin Laroyer. J'avais bien compris, Rodolphe, que ça ne vous suffisait pas. Non, ça ne nous suffit pas, jamais. On n'en a jamais assez. Dans Rugby Pack, bon, Kevin Laroyer est intégré à cette équipe des Robins, ces rouges-gorges de Hull-KR. Eric Bonneval me faisait remarquer que Batman, l'homme chauve-souris, faisait équipe avec un rouge-gorge. Robin, le rouge-gorge. C'est décevant quand on le traduit. Oui, j'y avais jamais pensé, effectivement. Ça vous fout un coup. C'est un peu décevant, c'est plus que c'était la vie des super-héros. Hull-KR, on en a dit beaucoup de bien dans cette émission, c'est le futur adversaire de l'équipe des Dragons catalans. Regardez les résultats, 46-6, la victoire de Leeds face à Bradford, la victoire de nos Dragons face aux Broncos, 44-6, Warrington n'a pas fait de détail, Castleford, lui, 43-20 face à l'équipe de Wakefield, Huddersfield 42-22, surprenant l'équipe de Salford, futur adversaire là aussi des Dragons, et puis Wigan qui est allé s'imposer dans le match du Good Friday face à l'équipe des Saints de St. Helens. Le classement du coup, St. Helens a repris la main devant Leeds, Castleford, Wigan, Warrington, Widnes, Hull-KR à la 7e place. Les Dragons, pour les retrouver, il faut passer de l'autre côté. 11e, juste devant Wakefield, les Broncos et Bradford, derrière Salford et les Giants, ainsi que Hull FC. Prochaine journée qui va nous donner peut-être, Louis, beaucoup de satisfaction et de joie. Wigan Bradford, Widnes St. Helens, Salford qui va à Leeds, les Broncos qui vont à Hull FC, Wakefield qui va à Huddersfield, Warrington se déplace à Castleford et lundi, en direct, à partir de 17h40 précisément, 18h le kick-off, Hull-KR se déplace à Perpignan. En cas de victoire, les Dragons pourraient recoller dans le wagon des qualifiés. Comment est-ce possible, Louis ? C'est possible parce que d'abord, c'est les victoires des Dragons qui les font remonter et ensuite, c'est l'opposition des adversaires qui sont situés devant qui font que certains vont perdre, donc les Dragons gagnants, ils vont se retrouver dans ce milieu de tableau. Bon, quelque chose qui ne paraissait pas possible il y a quelques semaines, dans lequel nous on croyait parce qu'on savait tous que la mauvaise période venait de se terminer pour les Dragons. Donc maintenant, on est dans une autre logique. Vont-ils passer la barre des équipes, des 8 équipes qualifiées pour les playoffs? Donc voilà, une nouvelle discussion arrive. Ça ne dépend que d'eux, hein, n'est-ce pas? Et de nous parce aussi. Que nous ferons ce que nous... Oui, nous aussi, parce que nous sommes tous responsables. Au fond, il faut pousser derrière, c'est l'équipe des Dragons et tous les fans qui seront à Perpignan pour le match face à Hull-KR sont aussi concernés. On va parler de rugby à 13 français désormais avec la finale de la Coupe de France. C'était la semaine dernière. C'était à Domecq. Oui, à Carcassonne, la finale de la Coupe entre l'équipe de Carcassonne et l'équipe de Toulouse. Et ce sont les Toulousains avec un super Marc Kerala qui a explosé à Carcassonne. Marc Kerala qui a marqué de son empreinte ce match. Les Toulousains n'ont pas fait de détails. Ils ont battu cette équipe de Carcassonne. 8 essais à la clé, 46-10, c'est le score final. C'est une première pour les Toulousains. Louis, vous avez gagné beaucoup de matchs, vous avez joué avec le Théo vous aussi. Oui. C'est la première pour Toulouse, c'est une vraie satisfaction pour l'ancien Toulousain que vous êtes. C'est une excellente satisfaction, c'était un titre, le club courait après depuis toujours, puisque beaucoup de finales jouées, la dernière en 76 perdue contre le 13 catalan. Donc voilà, après de nombreuses années d'attente, tout arrive et Toulouse qui a réalisé une bonne journée, puisque les juniors aussi ont gagné la Coupe Nittard, la Coupe des juniors, face à leur adversaire de Limoux. Donc les clubs audois, Carcassonne, Limoux, battus en finale. Toulouse, grand vainqueur de cette journée à Carcassonne. Oui, et puis on aura noté aussi le doublé du jeune Clément Boyer qui est marqué pour l'équipe de Carcassonne. Donc ça aussi, c'est plutôt bon signe pour notre rugby à 13 français. Nous allons sans plus tarder prendre la direction de ce coin de la planète, messieurs, où les gens vivent. Ils vivent, oui, la tête en bas, c'est vrai, nous avons vérifié, c'est prouvé. Tout de suite, de l'autre côté du monde. C'est la 7e journée, déjà la 7e journée de NRL. Et dans la NRL, messieurs, la période de Pâques, comme en Europe, est cruciale. C'est l'occasion de grappiller des points, à commencer par les Bulldogs de Canterbury qui font un début de saison canon. C'était également l'occasion de voir face à face ce que l'Angleterre produit de mieux après le breakfast et la pop music. Sam Burgess et James Graham, les deux piliers, ils se sont bien trouvés.
les garçons, dans un match extrêmement physique, on n'attendait pas moins. Et cette équipe des Bulldogs a parfaitement commencé le match avec cette belle passe de Maurice pour son ailier, qui marque un essai qui n'a pas découragé les joueurs des Rabbitohs de South Sydney. Les joueurs de Russell Crowe comptent dans leur rang ce garçon exceptionnel, Sam Burgess, qui est allé passer la ligne avec toujours autant d'autorité. Roule Britannia. Oui, effectivement. Là, on avait ouvert les portes du zoo. Oui, ça c'est le zoo de Sydney qui est très réputé. Mais bon, on a ouvert les portes. Vous avez raison, Rodolphe. Si ce n'est que sur le terrain, les petits lapins s'affrontaient à des terribles Bulldogs. Oui, et alors on parlait de ce garçon. Regardez ici comme il est courageux. Comme il est courageux. Et voilà un garçon qui fait mal, Sam Burgess, à la défense. Il n'a pas ralenti sa course. Il n'a pas ralenti sa course pour aller percuter 3 joueurs. Sam Burgess, qui a permis aux Rabbitohs de reprendre la main dans ce match, avec notamment l'essai de John Sutton. Mais la réaction des Bulldogs de Canterbury, on est dans le dernier quart d'heure. Ça va vite avec le crochet de Thompson qui marque. Ça aussi, incroyable dans un tout petit espace. Crochet intérieur, et surtout il reprend l'extérieur immédiatement. Sur les défenseurs qui viennent à travers, il trouve l'espace. Et à 14 partout, c'était quasiment perdu. Le drop de la victoire pour les Bulldogs. Il reste 30 secondes. Celui-ci sera trop court, Adam Reynolds. C'est un peu court, jeune homme. Victoire des Bulldogs de Canterbury. Ça a été un match incroyable. Victoire donc des Bulldogs face à l'équipe des Rabbitohs de South Sydney. On va regarder cette charge à nouveau. Je sais que ça vous a plu, Eric. Vous aimez l'esquive, vous aimez la voltige. Regardez ce garçon qui va jouer à 15 l'année prochaine, encore une fois. Ceux qui vont jouer contre lui vont jouer avec la carte vitale dans la poche. Ouais, mais enfin, parce que là, il faut se baisser. Enfin, moi, s'il se baisse, il va tomber. Et puis, ce qui est dangereux, c'est votre partenaire qui vient filer un coup d'épaule, qui vous découpe en deux dans le dos, là. Parce que le troisième qui vient plaquer, il plaque son partenaire, quand même. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il ne ralentit pas l'impact. Ah non, jamais. Surtout pas. Au contraire, il accélère. Alors, c'était un match serré entre les Bunnies et les Bulldogs. Mais vous allez voir, grâce à Vincent Pochelu, que pour les fans de Manly, des Cowboys, des Sharks et des Roosters, il fallait avoir le cœur bien accroché ce week-end. Bon dernier de NRL, les Sharks de Cronulla comptent sur la titularisation surprise de Paul Gallen, absent depuis plusieurs semaines, pour infliger une 4e défaite de rang aux Roosters de Trent Robinson. Bonne entame de match des Sharks, Lloyd Taylor rafute Sonnyville Williams, résiste au retour de Minichiello pour aplatir le premier essai du match. Réaction en force des Roosters, Boyd Corner inscrit le premier essai pour Sydney. 23e minute de jeu, Tuivasa-Sheck récupère le ballon dans ses 20 mètres et efface plusieurs défenseurs. Le Néo-Zélandais trouve Maloney sur la ligne médiane. Nouvelle accélération du demi d'ouverture des Roosters qui file entre les perches. L'essai est validé malgré un plaquage sans ballon sur Carney au début de l'action. Le début de seconde période profite à Cronulla. Wade Graham permet à son équipe de revenir à 12 partout. Anthony Minichiello, omniprésent au plaquage ou en couverture, permet aux Roosters de résister. Cronulla est de plus en plus pressant mais se fait contrer. Todd Carney manque de précision au pied. Kenny Dowell intercepte. 90 mètres plus loin, l'ailier est dans l'en-but. Les Sharks ont du mordant. Jonathan Wright joue rapidement un renvoi aux 20 mètres. La défense des Roosters est mal replacée. Sosaya Feki est servi sur son aile. Le 3/4 résiste au retour de Pierce pour égaliser 18 partout. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Dans la fin de match, le champion de NRL montre enfin sa supériorité. Kenny Dowell s'offre un doublé. La spirale de défaite s'arrête enfin pour les Roosters qui s'imposent 24-18. De son côté, Manly 4e a l'occasion de revenir sur les équipes de tête. À 2 semaines de l'Anzac Test, le Kiwi Foran est opposé au kangourou Thurston. Les Cowboys sont dominés en début de match. Brett Stewart signe une 9e passe décisive pour le 9e essai de la saison de Matai. La réaction du North Queensland est triple. Triple comme les 3 passes décisives de Jonathan Thurston.
bien que diminué, Thurston trouve d'abord au pied Felt, puis à la main Brent Tate. Le centre concrétise cette double offrande par un doublé. Seule ombre au tableau, les 6 points laissés en route au pied par les Cowboys par Kyle Felt, puis Jonathan Thurston. Dernier quart d'heure du match, les Cowboys mènent 20-14. Kieran Foran, jusqu'alors très discret, ramène les deux équipes à égalité, 20 partout. Thurston croit inscrire le drop de la gagne. Il reste 3 minutes à jouer. Manly et Jamie Burrer arrachent la victoire grâce à un dernier essai. Manly l'emporte 26-21 et se rapproche des sommets de la NRL. Allez, cette victoire sur le fil, il y en a eu des victoires sur le fil. En revanche, il y a quelque chose qui ne change jamais dans la NRL, c'est la gentillesse, la bonté, la grandeur d'âme de Jonathan Thurston, la classe. Jonathan Thurston, vous voyez, interviewé, c'est la fin, hop, il va rentrer au vestiaire pour la mi-temps, et là, ah non, il ne peut pas rentrer sans avoir fait cadeau de son casque à un de ses jeunes fans. C'est joli, c'est chouette. Un petit garçon qui va avoir le casque de JT. C'est pas la classe, ça, messieurs? Hein? Ce que vous ne savez pas, chers téléspectateurs, c'est que Louis Bonnery fait pareil dans les matchs à Perpignan. À la mi-temps, il donne son casque. Son casque à des petits supporters. Ça coûte un argent fou. On va récapituler les résultats de cette 7e journée de NRL avec la victoire, vous l'avez vu, des Bulldogs qui va leur faire du bien. 15-14, 32-6. La victoire des Broncos à Newcastle, les Broncos qui vont remonter au classement, les Cowboys battus sur le fil, les coéquipiers de Jonathan Thurston, St. George Illawarra a battu les Warriors, la victoire des Roosters, celle de Canberra face à Melbourne très serrée, Parramatta West Tigers et Penrith contre la Gold Coast joueront donc ce lundi. Au classement, les Bulldogs sont donc devant, Manly, Gold Coast et les Broncos de Brisbane 4e, quelle belle opération, les Tigers Saint-Georges, les Hills de Parramatta et Melbourne. La deuxième partie du classement, eh bien là nous retrouvons dans la deuxième partie les deux clubs phares de Sydney, les Rabbitohs et les Roosters. Penrith, Canberra, les Cowboys, Newcastle, les Warriors et les Sharks de Cronulla qui occupent la dernière place au classement. Il est temps d'aller retrouver notre envoyé spécial permanent en Australie, à Brisbane, Laurent Garnier, c'est l'heure des NRL News. Bonjour mon cher Laurent, on est ravis de vous retrouver en ces périodes de Pâques. Vous ne chômez pas, vous non plus. Cette semaine en Australie, la victoire sur le fil du Storm de Melbourne face aux Dragons de Saint-Georges, incontestablement, a fait débat. Oui, tout à fait. Encore les arbitres de NRL sur la sellette avec une sirène qui a retenti lorsqu'on jouait le tenu et l'arbitre qui n'a pas arrêté le match et le Storm qui gagne à la dernière minute et même à l'ultime minute, à la 80e minute. Encore plein de drames pour les arbitres de NRL, oui. Oui, parce qu'on voit ces images avec un truc assez incroyable. Le tenu a été joué sur la corne. Mais Louis, pour être plus précis, on y reviendra après cet essai. Regardez ici, Cooper Cronk la passe à l'extérieur pour laisser marquer un bout de ligne qui, on vous l'a dit tout à l'heure, vous l'avez vu dans l'image du jour, a suscité beaucoup de joie chez le petit ball boy, chez le ramasseur de balles. Mais Louis, ce qui fait débat, c'est ce que disait Laurent, c'est qu'il a été joué à l'ultime seconde de ce tenu. Que dit la règle ? La règle, Rodolphe, c'est que lorsque la corne a sonné et qu'il y a un tenu, l'arbitre doit arrêter le match. Donc voilà, on a examiné cette situation. La corne a sonné en même temps que le joueur jouait son tenu. Sauf qu'il y a un détail qui fait qu'un tenu n'est jouable que lorsque le pied a touché la balle. Donc le responsable de l'arbitrage dit l'arbitre de champ a commis une erreur. Parce que là, la corne a sonné, oui, et on va donc jouer cette toute dernière action. Oui, mais là, dès l'instant que l'arbitre a laissé jouer, il est obligé d'attendre la fin de l'action. Donc, on ne peut rien reprocher à l'arbitre. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas d'avoir laissé le tenu se jouer. Voilà, c'est-à-dire qu'il aurait dû considérer que lorsque le joueur avait talonné cette balle, il n'aurait pas dû laisser talonner cette balle. Voilà. Donc, mais l'arbitre, le responsable a dit, l'arbitre n'a pas raison, mais je l'excuse. Oui, alors in fine, c'est une victoire très importante, voilà, évidemment, pour le Storm de Melbourne face à l'équipe des Dragons de Saint-Georges-Illawarra. Laurent, parmi les grandes surprises sportives, cette fois-ci, de la saison, il y a les Titans de la Gold Coast. C'est une franchise de NRL toute particulière, en partie liée à sa situation géographique. On voit sur la carte ici la Gold Coast, on voit Brisbane, juste en dessous donc de Brisbane. C'est un drôle de lieu, si je puis m'exprimer ainsi, Laurent, pour jouer au rugby.
Oui, tout à fait. C'est un lieu qui n'inspire pas à transpirer dur et à travailler dur. Et on pensait souvent, la NRL pensait que seuls les parasols et les jolies filles poussaient sur la Gold Coast. Par contre, depuis 2007, cette nouvelle franchise des Titans, entraînée par John Cartwright, montre que l'on peut faire du bon travail, même sous le soleil du Queensland ou le Las Vegas australien, comme on l'appelle ici. Oui, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas forcément propice, en effet, à l'effort. Et pour autant, Laurent, on a réussi à constituer donc une équipe qui tourne bien à l'image de ce début de saison pour les Titans. Oui, tout à fait. Et du côté de Perpignan, on ne sera pas étonné du succès de cette jeune équipe qui a été créée en 2007 avec un joueur de la trempe de Greg Bird, un guerrier comme lui qui même sous le soleil de Perpignan ou de la Gold Coast, ne s'endort jamais. Oui, comme quoi. Mais on peut aussi prendre du repos. Il y a aussi du repos pour les Braves dans cette compétition de NRL. Et on voit que les Titans auront encore de très beaux jours devant eux, cette franchise qui a beaucoup de succès cette saison. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. Merci, on vous retrouve la semaine prochaine. Et merci de nous avoir fait rêver un petit peu et nous souvenir aussi pour quelques-uns d'entre nous. Oui, parce que vous n'avez pas vu, mais Eric se souvient de la Gold Coast. Vous connaissez, vous, Eric, ce coin-là? Surfer Paradise, en dessous de Brisbane. On avait visité. Oui, vous avez visité. Vous avez vu, il a visité, il n'est pas allé jouer au rugby. Bon, il est venu le temps de... C'était le jour. C'était le jour de day off, c'est ça, exactement. Vous étiez en tournée, c'était un jour de day off. Vous êtes excusé pour aller faire du surf à Surfer's Paradise. Il est venu donc le temps pour nous, mes amis, de fermer, si vous voulez bien, notre page Rugby à 13.